Real Madrid FC Barcelone, 32e journée de la Liga au Santiago Bernabéu et 8 points qui séparent les deux équipes avant cette affiche. Clairement, Jota, il s'agit d'une balle de match pour la Maison Blanche. Ouais, clairement, c'est une finale de championnat. On vient de vivre une finale de Ligue des Champions en quart de finale de la C1. On va vivre une finale de Liga à 6 journées de la fin. Parce que clairement, si le Real Madrid l'emporte à domicile, et c'est ce qu'on espère évidemment, je pense que là, vraiment, la hache sera enterrée et le Real sera pratiquement certain d'être champion d'Espagne. Bon, très clairement. De toute façon, même même si on fait un match nul pour le Real, ça resterait un résultat très favorable. Bon, parlons un peu de notre adversaire avant tout. Un adversaire qui, il faut le dire, hein, est sur une très bonne dynamique en Liga, qui était sur une très bonne dynamique tout court avant le match de mardi. On va en parler un peu après. Parce qu'ils étaient invaincus depuis le mois de janvier. Enfin, ils sont toujours invaincus en championnat depuis le mois de janvier. Ils ont gagné 6 de leurs 7 derniers matchs avec seulement un match nul entre deux. C'était face à l'Athletic Bilbao. Donc, c'est un adversaire qui est en forme, à voir comment ils vont réagir demain, mais qui était en tout cas sur une très bonne dynamique. Ouais, ça faisait 3 mois que le Barça était en meilleure forme. C'est un Barça qui est beaucoup plus compétitif, qui est beaucoup plus sérieux, qui est plus réaliste, qui est aussi meilleur défensivement parce que ses individualités se sont améliorées. Et c'était un début de saison très compliqué. Je pense notamment à Koundé ou même à Rojo qui connaissait un début de saison un peu moins bon, enfin bien moins bon que la saison passée. Là, il retrouve des couleurs. Donc forcément, le Barça est globalement meilleur. La série s'est cassée dans le contexte qu'on connaît. Une réduction à 10 contre 11 qui change un petit peu la donne du match, mais ça peut aussi leur avoir tapé sur la tête. Et là, clairement, le Barça lui joue sa saison, donc c'est encore plus une finale pour lui que pour nous finalement. Eux ont tout à perdre sur ce Classico, c'est-à-dire que perdre l'intégralité des compétitions qui lui restent sur la même semaine, et puis en plus perdre la fierté de perdre un Classico. Donc forcément, c'est un match à double, triple enjeu pour eux dimanche. Ouais. Et un retour en forme aussi du Barça qui coïncide hein, avec l'annonce de Xavi, euh, de son annonce de départ en fin de saison du FC Barcelone. Ouais. Euh, mais tu trouves vraiment que le Barça joue vraiment mieux depuis plusieurs semaines ou c'est surtout les résultats qui étaient mieux? Non, je trouve que ça joue mieux. Très, très honnêtement, pour moi, ça joue bien mieux depuis 2 mois. Peut-être pas depuis le mois de janvier, mais depuis 2 mois, on sentait un Barça qui avait beaucoup plus de maîtrise au milieu de terrain, euh, notamment quand De Jong est là. Évidemment, c'est pas le même Barça. On a des individualités offensives qui ont retrouvé des couleurs. Rafinha aussi, je le disais défensivement, mais Rafinha fait quand même une deuxième partie de saison beaucoup plus intéressante. Et je parle pas simplement de ses deux prestations face à Paris, mais il a été un peu plus incisif ces derniers temps. Et puis on a aussi Lewandowski, qui lui était pas muet, mais pratiquement sur le début de saison, qui a fait beaucoup de mal, qui marquait pas, qui était très critiqué. Il est revenu en forme, il fait du bien, techniquement il est bien mieux également, ça fluidifie le jeu du Barça et forcément, globalement, le Barça joue bien mieux. Donc c'est une équipe qui était assez sérieuse. Moi personnellement, je les voyais sortir le PSG. Je pense que le fait de jeu au match retour fait que les Catalans sont plus en C1, mais je les voyais aller dans le dernier carré. Et je pense qu'en début de saison, personne aurait signé pour ça. Donc voilà, c'est quand même un Barça qui est meilleur, qui a meilleure mine. Et évidemment, ça fait plaisir de les revoir à ce niveau, même si c'est nos ennemis, parce que c'est bon pour la Liga, c'est bon pour la compétitivité du Real, et ça prépare aussi le Real à de grandes choses. Et il y a encore de grosses échéances qui arrivent. Donc si on peut avoir de la compétitivité dimanche, ça serait parfait, évidemment en ressortant vainqueur, mais on a besoin d'un bon Barça pour avoir un excellent Real. Ouais. Tu parlais notamment des armes offensives du Barça qui allaient mieux, défensivement aussi. Et d'ailleurs, j'ai la petite stat. Ils ont fait quand même 5 clean sheets sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Ouais, et ça c'est important de le souligner parce que comme on le disait, sur le début de saison, c'était loin d'être le cas. Le Barça encaissait énormément de buts bêtes. Et c'est vrai que là, ils ont retrouvé de l'efficacité. Par contre, ils en ont pris 4 face à Paris cette semaine. Donc ça montre de la fragilité aussi, de la fébrilité. Ou en tous les cas, ça montre que bah, sur le banc, c'est compliqué de pallier à certaines absences. Même si encore une fois, ils étaient réduits à 10, ils auraient pu, je pense, tenir un petit peu plus même à 10 contre 11 face à ce PSG-là, peut-être pas prendre la déculottée qu'ils ont pris au final. Donc voilà, il y a quand même de la fébrilité. Tout n'est pas parfait côté Barça. C'est pas le Barça de Guardiola, c'est pas le Barça de Luis Enrique non plus. C'est un meilleur Barça qu'on a vu sur le début de saison, mais en même temps, c'était aussi difficile de faire pire. Ouais. Et je suis d'accord avec toi hein,
par rapport au match face au Paris Saint-Germain, je pense aussi vraiment qu'à 11 contre 11, il n'y a pas eu ce fait de jeu, ce sabotage, cet auto-sabotage, hein, on peut le dire ainsi, parce que la faute de Araujo Ouais. est vraiment, vraiment stupide. Je les voyais aussi plutôt passer face au Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, tu les vois du coup avec vraiment avec un sentiment de la fin, le couteau entre les dents face au Real Madrid, où tu penses que en même temps, très rapidement, si le Real Madrid fait le début de match qu'il faut, que rapidement tu mets un but, ça peut aussi exploser. J'espère en tout cas qu'on aura un Real incisif et pas insipide comme on a pu le voir sur la seconde période, notamment face à City. Parce que je pense vraiment que ce Barça-là, si tu le presses haut, si tu le mets en difficulté, en position basse, tu peux vraiment lui faire mal et pas qu'en contre-attaque pour le coup. C'est pas le Barça, comme je l'ai dit, de Guardiola ou de Luis Enrique qui avait une maîtrise totale du ballon. C'est plus du tout le même jeu, c'est plus du tout le même Barça. C'est pas un Barça au tiki-taka. Donc forcément, je pense que si on est très sérieux et comme tu le dis, si on débute très bien le match, on peut très vite les enterrer. Parce que le Barça, encore une fois, joue une vraie finale de Liga. Le couteau entre les dents, certes, ils l'auront. Jouer un classico, ça motive les troupes. Mais il y a aussi bien moins d'expérience côté Barça. Il y aura aussi une pression par rapport au résultat de ce match parce qu'ils ont l'obligation de le gagner pour vraiment rester en vie dans cette Liga. Donc je pense qu'on aura quand même un ascendant psychologique parce que malgré le fait qu'on ait un jour de repos en moins et qu'on ait joué 120 minutes, là voilà, il y a aussi ce statut euphorique pardon, des joueurs. Et si on peut terminer la semaine en gagnant le Classico, forcément du côté de Madrid, on va s'en donner à cœur joie. De surcroît, on joue à domicile avec un public qui sera évidemment en folie après ce qu'il a vécu cette semaine. Et puis le Classico, évidemment. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que le Real se doit de bien débuter le match pour mettre à mal le Barça. Carrément, ouais. T'as cité Lewandowski, il y a Lamine Yamal. Est-ce qu'il y a vraiment un joueur en particulier que tu sors un peu du lot en termes de menaces pour le Real? Lamine Yamal, évidemment, c'est absolument prodigieux ce que fait ce gamin de 16 ans. C'est pour moi le meilleur joueur du Barça, même si j'y mettrais aussi un point d'honneur sur De Jong, Frankie De Jong, qui est vraiment la plaque tournante du Barça et qui est un joueur vraiment hors pair également. Mais oui, Lamine Yamal, c'est celui qui peut changer le match, qui peut changer les matchs à lui tout seul parce qu'il a une capacité de percussion qui est exceptionnelle, parce qu'il a une patte gauche magique et parce que voilà, il a ce côté insouciant pour un ailier qui fait évidemment beaucoup de bien au Barça. J'espère qu'il sera muselé par Fernand Mendy si c'est lui qui est titulaire, mais j'ai pas trop de doute là-dessus. Mais oui, c'est la menace numéro une pour moi. Petite info mercato qui concerne le Real Madrid. On l'a appris ces dernières heures, hier surtout. Nacho va vraisemblablement quitter le Real Madrid cet été de lui-même, hein, c'est sa décision a priori. Ton petit ressenti là-dessus, c'est quoi? On en avait déjà parlé, on l'avait déjà évoqué, on le sentait un peu venir. Je pense que dans un premier temps, c'est un très bon choix de sa part parce que je pense qu'il arrive à la fin d'un cycle et qu'il a vu cette saison que bah, c'était compliqué d'enchaîner. Il vieillit aussi, il a enchaîné les saisons. Malgré fait que ce soit un remplaçant. Il a quand même enchaîné beaucoup de matchs durant ces saisons. C'est toujours 30 ou 40 matchs par saison, Nacho, baladé à plusieurs postes. Ça aurait été un soldat exceptionnel. Ça m'attriste évidemment de le voir partir, mais j'apprécie tellement la lucidité des joueurs du Real depuis peut-être 10, 15 saisons maintenant, et c'était beaucoup moins le cas avant. Mais des joueurs qui sentent que bah, là, c'est peut-être la fin, il faut peut-être passer le relais et partir pour pas faire la saison de trop. Je pense que le choix de Nacho est vraiment le bon. Mais voilà, quelle légende malgré le fait, encore une fois, que c'était pas un titulaire indiscutable durant toute sa carrière au Real Madrid. Pour moi, c'est un joueur légendaire, c'est un capitaine courage, comme on l'a dit cette semaine, qui a rendu de fiers services et plus que ça, qui a vraiment aimé le Real Madrid, qui a porté le blason avec beaucoup de fierté et il nous a rendu fiers. Donc voilà, c'est une nouvelle qui est triste, mais qui est assez logique et auquel je m'attendais. Donc je suis pas non plus attristé de son départ parce que je l'ai vu venir. Ouais, pas grand-chose à rajouter. Je suis totalement en phase avec ce que tu viens de développer. C'est le bon moment et c'est très bien que lui aussi sente que ce soit le bon moment, qu'il s'efforce pas forcément de continuer au Real Madrid. Espérons pour lui que ça se termine de la meilleure des façons cette saison. Mais ouais, clairement, c'est le moment. En plus, il termine en étant quand même capitaine du Real Madrid. On a vraiment, on est vraiment face à quelqu'un qui a gravi tous les échelons au Real Madrid, c'est-à-dire de la cantera très jeune jusque terminé capitaine du Real Madrid avec 20 années au compteur au sein de ce club.
évidemment un palmarès hors norme. Voilà, en plus, a priori, il va plutôt aller dans une destination douce, entre guillemets. Ça parle des États-Unis. Donc, vraiment, je trouve super choix pour lui et très belle lucidité. Ouais. Côté Real Madrid, toujours, mais plus par rapport à ce qui nous attend, la dynamique est identique en Liga si on compare avec le FC Barcelone, mais évidemment opposée en Ligue des Champions, comme on vient de le dire, puisque nous, on a sorti ce qui était le grand favori pour cette Ligue des Champions. On est allé au bout, c'est vrai, dès 120 minutes de jeu, ce dit, pour s'en sortir. Et on a en plus un jour de moins de récupération. Ça peut peser, ça, tu penses? Ça peut peser évidemment, mais on le sait aussi et c'était un peu l'approche qu'on avait eue avant le match aller face à City. On sait que le Real est enchaîné. Donc je pense que la fatigue viendra après le Classico parce que le Classico, ça va être une motivation extrême. Retrouver le public du Bernabéu, comme je l'ai dit, après cette victoire-là, ça va déjà être grandiose. Le faire dans un classico, ça va être d'autant plus grandiose. Alors, terminer par une victoire, ce serait évidemment l'apogée absolue désirée par les Madrilènes. Et je pense que vraiment, il n'y aura pas de fatigue pour ce match. Quand tu joues un classico, c'est comme jouer une finale de Ligue des Champions. Je me suis refait un petit peu l'interview de Benzema qui passait sur les réseaux il y a quelques temps. Il disait que voilà, ils ont gagné Ligue des Champions en étant à 50%. Bale, Cristiano et lui. Je pense que dans des matchs importants, les joueurs savent se surpasser, se dire il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de pépin, il n'y a pas de douleur. Et je pense pas qu'il y aura de fatigue vraiment là-dessus. Je pense que ça arrivera peut-être un peu plus sur le match face à la Real Sociedad, surtout s'il y a une victoire dans le Classico, parce que là, tu auras vraiment une cartouche ou deux ou trois supplémentaires de côté. Mais pour le Classico, ça va pas jouer tant que ça, je pense. Il y aura forcément besoin de changement de la part d'Ancelotti assez tôt, parce que sinon, tu peux aussi vite vriller en seconde mi-temps parce que tu auras de la fatigue. Mais psychologiquement, le Barça est fatigué. Le Barça a aussi eu de la débauche d'énergie parce qu'il était à 10 contre 11 face à Paris et il y croyait. Donc il a joué, il a couru. Et voilà, je pense pas qu'il y aura une différence démentielle entre les deux équipes, pour être honnête. Ouais, puis j'ai aucun doute sur le fait qu'il est préférable d'être dans la situation du Real Madrid que celle du FC Barcelone au moment Oui. d'aborder ce classico, même si on met tout dans tous les arguments, les éléments dans le même panier, il n'y a pas de doute. Il vaut mieux arriver avec 120 minutes dans les pattes, une prolongation, des tirs au but qui sont éreintants, que ce soit physiquement ou même mentalement. Mais la finalité de tout ça, c'est que tu es passé, c'est que tu as encore l'espoir de faire le doublé, Liga, Ligue des Champions. Donc évidemment que c'est bien mieux pour le Real Madrid, en sachant que même si le FC Barcelone doit se racheter enfin doit se racheter justement, et en même temps gagner à tout prix pour se relancer, pour relancer un peu de suspense, parce que même s'il gagne, il y aura toujours 5 points d'écart entre les deux équipes. Donc à cette 8 journées de la fin, c'est quand même, ça reste important. Donc évidemment, vaut mieux être dans la situation du Real Madrid. À noter que Thibaut Courtois était de retour ce jour à l'entraînement. Tu le vois comme une option pour City dans 10 jours, là, rapide? On en a déjà parlé, mais compliqué. Compliqué. Je vais redire ce que j'ai dit. Pour moi, Courtois est meilleur que Lounine s'il est à 100%. Ça, c'est indéniable. Ça n'enlève rien à Lounine et à ses capacités, à ses performances. Mais il faut aussi être lucide. Quand on dit que Lounine met sur le banc Courtois parce qu'il est énorme à l'heure actuelle, je pense qu'il faut quand même regarder un peu dans le passé, se souvenir de ce qu'est Thibaut Courtois, de ce qu'il a fait, bref, de sa carrière tout simplement, et surtout dernièrement au Real Madrid. C'est un gardien exceptionnel, c'est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, et j'ose le dire moi personnellement, et l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du Real Madrid, c'est certain également. S'il est à 100%, évidemment, pour moi, il est meilleur que Lounine. Maintenant, dans quel état va-t-il revenir? Et surtout sur cette fin de saison, personnellement, je privilégierais Lounine, parce que Lounine est à le vent en poupe, tout simplement, parce qu'il est dans une grande forme, parce qu'il ne faut pas prendre de risques avec Thibaut Courtois, parce qu'aussi le message est bien plus simple à faire passer auprès de Thibaut Courtois et puis de garder Lounine aussi avant l'été. C'est mieux de leur dire, voilà, vous allez entrer en concurrence l'an prochain, tu gardes Lounine qui va se battre, tu montres à Courtois que bah voilà, y a rien de fait. Alors que si tu remets Courtois, Lounine, il peut se dire, attendez les gars, je vous ai dépanné pendant 6 mois, j'ai été plus que bon, j'ai été pas loin d'être exceptionnel, et là vous allez me dégager parce que Courtois revient, bah moi je me barre. Et le Real se priverait d'une deuxième option en or, comme c'est le cas avec l'Ukrainien. Donc je pense que la logique serait de laisser Lounine jusqu'à la fin. Euh, Encore une fois, tout dépend de l'état de Courtois. On n'est pas là avec
avec eux tous les jours. Donc c'est vraiment compliqué de se prononcer, mais c'est un peu la vue que j'ai avec du recul. Lunin jusqu'à la fin d'année, remise en concurrence dès cet été pour l'an prochain, ça me semble être la meilleure solution. Donc je continuerai avec Lunin et je l'imaginerai pas en demi-finale face au Bayern. Ouais. Et pourtant, c'est vraiment pas un discours que j'aurais imaginé en début de saison ou même au mois de janvier, mais Lonin a totalement mérité le fait de continuer l'aventure en Ligue des Champions. Alors après, en Liga, ce sera justement l'occasion de remettre Thibaut Courtois sur les terrains. Mais pour moi, sur la Ligue des Champions, effectivement, Lonin doit aller au bout de cette aventure. À noter qu'il y a aussi forcément un peu des conséquences, un peu de fatigue notamment. Ferland Mendy n'était pas là, lui, ce matin à l'entraînement. Hier, c'est Carvajal qui était préservé. Il s'est entraîné un peu au gymnase et il a fait un peu de piscine. Cela dit, Carlo Ancelotti a bien indiqué que tout le monde serait disponible. Et effectivement, il a sorti sa liste, là où on fait la vidéo, et tout le monde est bien présent, sauf évidemment Alaba et Thibaut Courtois. Est-ce que il a dit aussi qu'il alignerait le meilleur 11 possible? En même temps, il va pas dire le contraire. Mais tu vois des changements par rapport à mercredi? Je vois Tchouaméni rentrer évidemment dans le 11 parce que je pense qu'il y aura quand même de la fatigue chez certains joueurs et que Tchouaméni, bah, il a les dents longues et puis de toute façon, il est bon cette année donc il peut tout simplement légitimement postuler à une place de titulaire. Potentiellement une surprise d'Eder Militao, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il Je en a me dis, parlé. est-ce que ce serait pas le moment de le tester avec Rudiger, avec le départ de Nacho en plus? Enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses qui me dit que bah, c'est peut-être aussi le match parce que comme tu l'as dit, même si on perd, ils reviennent à 5 points. euh, Bah, tu peux tester parce que tu n'auras que la Real Sociedad sinon avant Munich et te dire bah, si je les tente là et que ça matche vraiment bien dans un gros match à enjeu, quel classico, je peux avoir des assurances dès maintenant et ça l'arrangerait fortement, je pense. Donc, c'est le petit changement que je pourrais déceler. Pour le reste, je pense que ce sera assez classique. Je pense pas qu'il y aura d'autres changements euh, dans le 11. Peut-être plus de turnover ou un turnover un peu plus tôt dans le match, ça je l'espère. Mais sinon, mis à part Tchouaméni qui rentre potentiellement à la place de Camavinga ou peut-être même Valverde, parce que je pense il enchaîne énormément et tu peux le garder en seconde cartouche. Et puis donc, il y a Eder Militao. Pour le reste, je pense que ce sera assez classique. Ouais, Militao, c'est vrai qu'il a ouvert la porte aussi, hein, très clairement en conférence de presse. Il a dit qu'il était totalement prêt, qu'il avait juste besoin de jouer. Je pense aussi qu'il pourrait être titulaire demain. Je le vois plutôt bien, même titulaire demain avec Rudiger. Après, Tchouaméni également à la place de Kamavinga, pour moi, ça fait totalement sens. Tu laisses un petit peu au frais Kamavinga et puis tu relances Tchouaméni qui va être un peu plus frais que les autres et qui était très bon sur son dernier match. Après, défensivement, sur les latéraux aussi, petit point d'interrogation. Quel est exactement l'état de forme de Dani Carvajal et Ferland Mendy, Ouais. qui sont quand même deux corps assez fragiles? Est-ce que là-dessus, il n'y a pas peut-être des rotations qui vont se mettre en place? Moi, je verrais bien peut-être aussi un Lucas Vasquez. Et potentiellement, si on a un Rudiger dans l'axe et que Ferland Mendy aussi, c'est mieux de le préserver. Pourquoi pas voir Nacho sur le côté gauche? Parce que Fran Garcia face au Barça, face à Lamine Yamal, ça me paraît un peu suicidaire. Je vois pas du tout Carlo Ancelotti aller sur ce terrain-là. Donc Nacho à gauche, t'en penses quoi si Mendy il est pas OP? Bah, tu vois, j'allais te donner une solution inverse. J'allais dire Lucas Vasquez pour Carvajal, ça me semble vraiment possible. Mais pourquoi pas une réédition d'Eder Militao à droite avec Nacho Rudiger. Tu laisses Mendy et puis en cours de match, tu fais basculer Militao dans l'axe. Euh, voilà, tu lui laisses 90 minutes, tu le fais démarrer à droite parce que c'est la continuité de son match contre City, il prend un petit peu de rythme. Et puis au final, il bascule dans l'axe pour terminer le match avec Rudiger. C'est peut-être l'option la moins plausible, mais je me dis pourquoi pas. Alors après, je reste d'accord avec toi. Je pense que si Carvajal n'est pas à 100%, ça sera plutôt Lucas Vasquez. Mais je me dis, attention, cette petite option, elle est pas écartée totalement. Nacho à gauche, j'ai plus de mal à l'imaginer. Ça fait un moment qu'il a pas joué à gauche et j'ai pas trouvé Ferland Mendy ultra éreinté. Donc je me dis, je pense que ça tournera peut-être plus face à la Sociedad, dépendamment du score de dimanche. Mais je me dis plus que là, je pense qu'il peut enchaîner sur ce match-là.
Après, encore une fois, c'est des données qu'on ne maîtrise pas, comme tu l'as dit. On ne connaît pas l'état de fatigue ou l'état de forme ou les douleurs des uns et des autres. Donc, compliqué de se prononcer. Mais de ce que j'ai vu, je vois plus un changement à droite qu'à gauche. Et en ce sens, j'imagine moins Nacho à gauche. Ouais. Ouais, là, c'est vraiment des données qu'on n'a pas, hein, l'état de forme concret des joueurs. Et forcément, c'est presque l'argument numéro un, ce qui va faire la balance niveau Carlo Ancelotti, de mettre l'un ou plutôt l'autre. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que si Mendy et Carvajal sont vraiment opérationnels, que le staff médical dit que tout va bien, il n'y a pas de problème, que les deux joueurs disent on est OK aussi. Pas de doute non plus sur le fait qu'il mettra les deux titulaires. Et à ce moment-là, bah, on aura juste deux petits turnovers, c'est-à-dire Tchouaméni et potentiellement Militao dans l'axe. Euh, et puis après, pour le reste, hein, je pense qu'on s'attend à du classique, hein, Fede Valverde, Kroos, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, hein. Moi, je vois pas de turnover là-dessus, hein. Ouais, je pense que là, il n'y aura pas de surprise, effectivement. Peut-être au pire, un Luka Modric qui entre dans le 11 à la place d'un Toni Kroos, mais je suis même pas sûr parce que Kroos, il a joué. Enfin, c'est le seul enfin, c'est le Il est premier sorti, hein. à être sorti. Donc, je pense qu'il peut enchaîner quand même deux matchs. Je pense, comme toi, que ça Ouais, tourne. puis je vois pas Carlo faire deux changements au milieu de terrain. Ouais, Non, c'est non. rare qu'il l'opère. Donc, je suis pas certain qu'il opère de changement. Ouais. Non, de toute façon, le plan, il est clairement défini, hein. Tu gagnes le Classico et puis après, face à la Real Sociedad, là, tu gères beaucoup plus contre la Real Sociedad et la suite de la Liga, tu gères beaucoup plus facilement ton effectif et les organismes de chacun. Mais là, ce Classico, faut le prendre. D'ailleurs, est-ce que tu signes pour un match nul demain qui serait très Ça favorable va au pas. Real Madrid quand même, hein? Mais ça va pas la tête. Je signe qu'une victoire. Déjà, je signe qu'une victoire dans tous les matchs du Real et il n'y a pas de match nul ou de défaite qui passe dans ma tête. Mais alors, dans un classico, non. On les tabasse à domicile. Il n'y a pas de. Non, non, non. Je veux qu'on les tabasse. Ils sont en train de ruminer après l'élimination face à Paris. Moi, je veux qu'on les enterre et qu'on n'en parle plus. Que la Liga soit terminée. Et ciao Xavi, ciao tout le monde. Et non, non, on les baffe. Évidemment qu'on les baffe. C'est une victoire ou rien. Évidemment. Et puis en plus, il y a vraiment, je pense, vraiment moyen de leur mettre une petite gifle dans ce Classico. Bon, je pense qu'on a fait le tour largement pour cette petite preview face au FC Barcelone. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Évidemment, on se donne rendez-vous dimanche soir après le Classico pour le petit débrief en direct. Vous en avez l'habitude. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous, puis on se dit bah, à très vite sur Real France. Allez, ciao.